Nos émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont des messagères puissantes. Et pourtant, au quotidien, ça peut être très difficile de les gérer, de les ressentir. Le fait d'avoir des réactions disproportionnées peut nous amener à prendre de la distance avec les autres, peut nous amener à des situations de conflit, à tel point que on peut avoir peur de ressentir, peur de ne pas se contrôler. On peut aussi complètement se déconnecter de son corps et de ses émotions parce qu'on a trop souffert et qu'on n'a plus envie de ressentir. Et dans ce cas, ressentir peut être un signe de danger. Dans tous les cas, on peut apprendre à vivre sereinement avec ses émotions. On peut apprendre à se reconnecter à son corps pour retrouver de la sécurité intérieure, pour retrouver de la confiance et tout simplement vivre en paix avec ses émotions. Tout s'apprend. Dans cet épisode, on parlera de régulation de ses émotions pour vivre mieux, pour faire la paix avec soi-même et avec les autres. Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Bienvenue à toi dans l'épisode 68, comment réguler ses émotions? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la santé émotionnelle qui, pour moi, est liée intimement à la santé spirituelle et physique. Les trois sont on va dire, des volets complémentaires qui nous permettent de vivre sereinement nos émotions. Alors, comment savoir si tu as réellement un problème avec la gestion de tes émotions, si on peut parler de gestion, parce que c'est encore un terme barbare, mais si vraiment tu souffres de la manière dont tu ressens tes émotions et si tu sens que ça crée des blocages qui vont au-delà de la normale. Parce qu'après, on vit tous des émotions qui sont désagréables, agréables, et voilà, il y a des périodes de nos vies qui sont compliquées, mais c'est pas pour autant qu'on a vraiment un problème et qu'on doit s'attaquer à ça. Moi, je dirais que une manière d'identifier si tu as un souci avec tes émotions, c'est de savoir si tu as ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle. La dysrégulation émotionnelle, elle est caractérisée quand, à chaque fois que tu exprimes tes émotions, ça devient handicapant au quotidien. Pourquoi? Parce que la manière dont tu vis tes émotions, la manière dont tu les exprimes, va devenir un frein à ton équilibre et au développement, à ton développement dans différents domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des réactions émotionnelles qui sont très intenses. Donc soit ça va être de la colère, de la rage, de la honte, ou soit une inhibition émotionnelle qui est inappropriée dans la situation. C'est-à-dire une grande tristesse, vraiment un repli de soi. Donc ici, il ne s'agit pas de juger si c'est bien ou mal de ressentir telle ou telle émotion. C'est plus la disproportion par rapport à la situation et le fait que ces réactions excessives se répètent et deviennent handicapantes pour ton bien-être et pour ta vie sociale. Et donc il y a 5 dimensions de la dysrégulation émotionnelle. La première, c'est que tu as une diminution de la conscience émotionnelle. Au quotidien, en gros, tu as des difficultés à identifier tes émotions. Donc, c'est difficile de pouvoir les vivre en conscience dans ton corps, parce que tu n'arrives pas à les identifier. La deuxième dimension, c'est des réactions émotionnelles qui sont inadéquates. Donc, dans ton corps, tu ressens très fortement des tensions quand tu vis une émotion, qui vont se traduire par des actions qui sont excessives. Donc des comportements compulsifs comme la boulimie, la scarification, tu vas avoir des conduites automobiles dangereuses, tu vas insulter, tu vas partir dans des colères qui sont très fortes.
Donc ça, c'est des réactions émotionnelles qui sont inadéquates. Si c'est une fois, de temps en temps, une fois tous les 2 ans, 3 ans, je sais pas, voilà, exceptionnel, ça va. Mais par contre, si c'est une situation qui se répète au quotidien, ça devient handicapant. La troisième dimension de la dysrégulation émotionnelle, c'est l'intensité des émotions. En gros, que les émotions soient positives ou négatives, eh bien, tu vas les exprimer de manière disproportionnée. Un rien va te faire exploser de colère ou te faire perdre tes moyens. La quatrième dimension de la dysrégulation émotionnelle, c'est la rigidité émotionnelle. Tu vas rester coincé dans une émotion, avoir des pensées qui sont obsessionnelles. La nuit, tu ne vas pas dormir, tu vas avoir des ruminations et avec une situation anodine, tu peux même aller jusqu'à des pensées qui sont suicidaires, tellement ça va te prendre aux tripes et que tu ne seras pas capable de passer à autre chose. Donc ça, c'est la rigidité émotionnelle. La cinquième dimension de la dysrégulation des émotions, c'est les difficultés cognitives. Tu es tellement envahi par tes émotions que tu n'arrives plus à penser clairement. Tu n'arrives plus à t'organiser, tu n'arrives plus à passer à l'action. En gros, ton cerveau n'arrive plus à traiter correctement les informations. Donc il y a une dissonance entre ce que tu ressens, ce que tu peux faire, les prises de décision que tu peux avoir. Tu es perdu, tu n'as plus de repères et tu ne peux plus penser clairement. Donc ça, ce sont les 5 dimensions de la dysrégulation émotionnelle. Elle est caractérisée quand elle se répète au quotidien pendant une longue période et ça te montre que là, il y a un intérêt à travailler sur tes émotions et sur ton système nerveux. Si tu te reconnais dans ça, tu as tout intérêt à le faire en tout cas, pour retrouver un équilibre, pour retrouver de la paix intérieure et pour vivre tout simplement sereinement ton quotidien parce que c'est compliqué dans tes relations familiales, au travail et tout simplement entre toi et toi-même. C'est jamais agréable d'avoir de telles réactions. On n'est jamais en paix et on est toujours dans un état de nervosité. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? C'est que ton corps va créer de la cortisol à outrance, donc qui est l'hormone du stress, et c'est le chat qui se mord la queue. Puisque le fait d'être dans ces situations souvent va créer un excès de cortisol, et l'excès de cortisol dans ton corps va faire que ton système nerveux va être dérégulé et tu vas avoir plus tendance à avoir des réactions qui sont excessives ou inhibitrices. Et donc, comment on fait pour réguler ses émotions dans ce cas-là? Donc, il n'y a pas de situations qui sont, on va dire, irrattrapables. Moi, je vais te parler vraiment du cas généraliste dans lequel se trouvent la plupart des gens. Pour réguler tes émotions, si tu es dans ce cas-là et que ça se répète, eh bien, c'est de passer par le corps. Pourquoi? Parce que la plupart des réactions que je t'ai décrites là, elles passent par le corps. Tu ressens des tensions dans ton corps, et puis il y a la colère qui explose, et tu sens en fait que tes blocages viennent du corps. Pareil, quand tu es complètement inhibé, apathique et que tu ressens plus rien, ça passe aussi par tes sens. Et donc, une des erreurs, ça peut être de mentaliser les choses et de se dire « je vais réussir à réguler mes émotions en passant par le mental », alors que les blocages viennent avant tout de ce qui est physique et physiologique. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait, qui ne va pas. Donc, moi, ce que je recommande, et c'est mon approche, c'est de passer par le corps, par une approche qui est somatique, pour parler le langage du corps, qui a avant tout un langage qui est sensoriel et qui va permettre de retrouver de la sécurité. Quand je passe par le corps, je suis capable de revenir dans le moment présent, dans mon corps, et j'apprends à mon corps à ressentir les choses en toute sécurité, et pas de manière excessive. Et donc ça se fait pas pendant la situation où tu es en train de péter un câble, ça se fait au quotidien pour pouvoir réguler ton système nerveux. Tu apprends progressivement à ton corps à ressentir des émotions de manière équilibrée. Ça passe par les sensations, ça passe par de l'ancrage, ça passe par de la respiration et par des mouvements qui sont somatiques. Je respire, je fais des mouvements qui sont doux, et c'est tout le travail du somatique. J'apprends à retrouver de la sécurité dans mon corps. Et à partir de là, quand j'ai de la sécurité et je suis plus ancré, mon système nerveux commence à se réguler. Donc il y a 2 situations. Soit je vais apprendre à mon corps à ralentir, si je suis dans un cas d'hyperactivation, c'est-à-dire j'ai des réactions qui sont excessives, je fais de l'hyperactivité, des colères, de la rage, etc. Là, mon corps a besoin d'apprendre à ralentir en toute sécurité. Parce que vous savez que quand on est dans cette hyperactivation et qu'on ralentit d'un coup, on a l'impression qu'on va mourir. Parce qu'on est dans un mode survie. Et donc ça peut être bizarre comme ça, vu de l'extérieur, mais quand je suis en hyperactivation,
j'ai besoin de tout le temps faire des choses, d'être dans l'action, et d'être dans des réactions qui sont excessives. Parce que mon système nerveux, finalement, a un certain réconfort à être dans cette situation. Il la connaît. Et le fait parfois de ralentir et de ne rien faire va créer des ruminations, de l'anxiété, du stress et de la production de cortisol. Et donc, paradoxalement, ce dont le corps a le plus besoin, il va avoir peur de le faire. C'est pour ça que, par exemple, les personnes que j'accompagne, il y a des managers, des directrices qui ont tellement l'habitude d'être hyper activées qu'elles me disent « mais moi, le yoga, ça me stresse. Moi, je ne peux pas passer un jour de repos à rien faire. J'ai des difficultés à me reposer. Je suis obligée d'avoir 1000 projets, 1000 activités. » C'est aussi un signe d'hyperactivation. Et bien là, on va apprendre au corps à ralentir avec des mouvements qui sont non linéaires. On va passer par le corps, par les sensations, et progressivement, le corps va apprendre à ralentir et va se sentir en sécurité. Et à partir de là, on pourra travailler sur le mental. Mais on doit d'abord jouer sur ce qui est physiologique, physique, et accompagner le système nerveux à revenir à l'équilibre. Le deuxième état, c'est un état de sidération. Donc, il y a des gens qui sont hyperactivés, mais il y a des gens qui sont hypoactivés. Donc, c'est plus un état de figement, de sidération, où j'arrive plus à me mettre en action, j'arrive plus à penser, je ressens un vide à l'intérieur de moi, et voilà, je suis dans un état qui est apathique, je ne ressens plus mes sensations, j'ai plus d'intérêt pour rien, etc. Donc là, on va apprendre au corps à se remettre en mouvement, mais doucement, progressivement. Donc on va passer de la déconnexion émotionnelle à je me reconnecte à mes sensations pour retrouver de la sécurité. Donc je vais aller bercer mon corps avec des mouvements qui sont doux, qui sont respectueux aussi de mon propre rythme. Et je vais apprendre au corps à être en sécurité quand il est en mouvement. Donc le corps et le système nerveux sont deux clés puissantes pour réguler les émotions. Et après, on va travailler sur le mindset, sur tout ce qui se passe autour. Mais si je ne gère pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça me maîtrise en fait. Tout simplement, ça me maîtrise inconsciemment, ça me contrôle inconsciemment. Je vous rappelle que ce ne sont pas vos pensées qui vont créer votre réalité, c'est votre système nerveux. L'état de votre système nerveux va créer vos pensées, vos émotions, et va influencer grandement les prises de décision que vous allez avoir. Donc vous avez tout intérêt à passer d'abord par le corps. Donc quand on parle de santé émotionnelle et du corps, pour moi, il y a d'autres volets qui vont jouer. Donc on va parler de la santé physique et de la santé spirituelle. Et il y a peut-être un outil que vous pouvez utiliser, une pratique qui est, selon moi, à la rencontre de ces trois volets de la santé. C'est le jeûne spirituel. Alors bien sûr, ne jeûnez pas si vous avez des contre-indications, si vous faites de la boulimie, de l'anorexie, si vous avez des troubles alimentaires, si vous avez une maladie qui déjà affaiblit beaucoup votre corps, vous n'allez pas jeûner. Vous n'avez pas la possibilité de le faire physiquement. Donc on ne va pas se mettre en danger avec un jeûne spirituel. En revanche, si on n'a pas de contre-indication de son médecin, si on n'est pas malade, le jeûne spirituel va beaucoup aider. Et je vous en parle parce que le jour où l'épisode sortira, en plus, c'est le début du carême, donc pour les catholiques en France. Symboliquement, pendant cette période qui va du mercredi des cendres jusqu'à la fête de Pâques, on va suivre l'exemple de Jésus, qui a été éprouvé dans le désert pendant 40 jours, afin d'éprouver sa foi, de prouver son amour pour Dieu et de mourir pour renaître. Cette mort symbolique, c'est ce qu'on va chercher dans le jeûne. La mort de nos vieilles habitudes, des émotions qui ne nous servent plus, des addictions qui ne vont pas dans le sens de notre évolution. Et donc, spirituellement, avec cette privation de nourriture et d'autres choses que je vais vous expliquer, on va essayer de renouveler notre être. C'est une petite mort pour renaître encore plus en vie et plus inspiré par le divin. Symboliquement, dans le jeûne, on va se priver de nourriture, mais pas que, pour pouvoir revenir à l'essentiel. Le fait d'être focalisé sur la privation de choses qui, d'habitude, finalement, nous écartent de nous-mêmes, nous écartent de Dieu.
Dans la religion, on dira nous écarte de Dieu, mais en fait, ça nous écarte de nous-mêmes, parce que Dieu est à l'intérieur de nous et Dieu est partout. Quand je m'écarte de mon âme, de mes aspirations profondes, eh bien, je m'écarte de Dieu. Tout est lié. Et donc, l'idée du jeûne, c'est de revenir à soi. Dans la conception chrétienne du jeûne, on va au-delà de la privation de nourriture. Alors, il y a des personnes qui vous diront oui, le jeûne, c'est un jeûne strict, etc. On s'en fiche que ça soit un jeûne strict. Tu vas jeûner en te privant de ce qui t'éloigne de Dieu dans ta vie courante, de ce qui t'éloigne de ta foi et ce qui t'empêche de grandir, ce qui t'éloigne de tes aspirations profondes, ce qui t'éloigne peut-être de tes valeurs humaines, des objectifs spirituels, au sens de la vie, que tu t'es fixé. Donc le jeûne que tu choisis doit représenter un effort pour toi, et ça c'est spécifique à la personne qui fait le jeûne. Dans les temps anciens, on proposait d'abord de se priver de viande, mais pour moi qui suis végétarienne, c'est absolument pas un effort. Et tu comprendras que c'est important d'adapter ton jeûne à qui tu es. Par exemple, quelqu'un qui fume ou qui a des addictions aura plus intérêt à arrêter de fumer et de se droguer, de consommer des substances, de l'alcool, etc. pendant le jeûne, plutôt que de se priver de nourriture. C'est à toi de faire un examen de conscience et de savoir ce qui t'éloigne de toi-même et de Dieu, et des autres, car nous sommes tous interreliés sur la Terre. Cette privation de nourriture et privation d'éléments qui ne sont pas essentiels et qui nous éloignent de notre vie spirituelle, elle va permettre de faire un reset au niveau du système nerveux et au niveau émotionnel, parce que je vais tellement être centrée sur le fait que mon corps est en train de combattre ça, que je ne vais pas me concentrer sur les autres choses. Et donc, il va se passer quelque chose à l'intérieur de moi où je vais revenir à mon essence. Cette essence, on va aussi s'y reconnecter parce que les jours de jeûne, on va avoir des moments de méditation. Méditation de la parole, des prières. Et donc, même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez quand même vous recueillir, méditer, revenir à l'intérieur de vous. Après, le mieux, moi, ma conception de chrétienne, c'est toujours de méditer des textes sacrés qui vont nous inviter à une réflexion qui est plus large, philosophique et spirituelle sur le sens qu'on souhaite donner à notre vie. Et ça aide beaucoup d'étudier des textes sacrés et de prier. Les chrétiens vont aussi offrir leur jeûne à Dieu et lui demander de le bénir. C'est-à-dire que je vais me présenter devant Dieu en prière, je vais dire combien de temps je vais jeûner, comment je vais jeûner et qu'est-ce que j'ai envie de transformer pendant ce jeûne. Donc le jeûne spirituel est une expérience qui est transformative. Elle passe par le corps, mais elle passe aussi par l'esprit. Et c'est ça qui est puissant dans le jeûne spirituel. Donc quand je présente ce jeûne à Dieu en prière, je vais lui demander de me soutenir et de m'aider à me transformer. Et donc ça peut être justement de m'aider à réguler les émotions, de m'aider à lâcher prise sur certaines situations, de m'aider à avoir plus de clairvoyance dans mes pensées, dans mes décisions, etc. Vraiment, c'est propre à chacun. En tout cas, je trouve que le jeûne est une pratique qui est vraiment comme une purge dans les modes de vie que nous avons maintenant, qui sont peut-être un peu éloignés de certaines traditions. Quand je parle de traditions, eh bien, c'est les traditions qui sont plus ancestrales. Moi, mon père était camerounais et ma mère était réunionnaise et corse, donc avec des traditions qui étaient différentes, mais ce que je veux dire, c'est que avant, les traditions structuraient la société. Il y avait des sortes de rites de passage et même des traditions au quotidien qui nous rappelaient qu'on avait tout intérêt à revenir à soi, à être dans des postures où on allait être dans l'amour, partager avec son prochain, et se demander quel sens on allait donner à notre vie. Et on n'est pas happé par le travail, par la consommation, etc. Et donc je trouve que ces traditions se perdent, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, des périodes comme le carême, de se poser la question et de se dire, ok, eh bien je vais faire ce temps de pause, je vais faire aussi ce jeûne spirituel pour revenir à moi et pour me recentrer. Une des pratiques qui est aussi importante dans le carême et qui aide à réguler ses émotions selon moi, c'est le fait de faire de l'aumône. L'aumône, c'est le fait de rendre service à certaines personnes ou de donner de l'argent à certaines personnes ou à certaines associations pour les aider. Et donc, pourquoi ça aide à réguler ses émotions selon moi? Parce qu'on va se décentrer. On n'est plus sur sa petite vie, etc., mais on va être dans l'empathie par rapport à quelqu'un d'autre et on va être dans le don de soi, dans le « ok ».
au lieu de me concentrer sur mon mal-être, etc., je regarde autour de moi ce que je peux faire, quel est le bien que je peux faire et comment je peux le faire, de la manière dont j'ai envie. Et ça, pour moi, ça aide aussi à revenir dans une réalité qui n'est pas la réalité biaisée qu'on peut avoir quand on a une dysrégulation émotionnelle. Encore une fois, c'est ma lecture qui est biaisée puisque moi je suis né dans une famille qui est chrétienne et je suis de confession chrétienne. Et donc forcément, ça me guide dans ce que je vous propose ici en termes de réflexion. À vous de voir ce que vous pouvez adapter en fonction de vos pratiques. En tout cas, je trouve qu'il y a une différence entre un jeûne qui est spirituel et juste jeûner comme ça pour se dire je fais un jeûne intermittent. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Le jeûne spirituel est une expérience qui est transformative où on se sent porté par quelque chose de plus grand que soi. Ça aide aussi dans la prise de recul avec nos propres émotions, nos propres ressentis. Et donc les deux combinés, le travail somatique et en même temps le jeûne spirituel, je pense sont deux outils formidables pour travailler sur la santé émotionnelle, la santé spirituelle et la santé physique. D'ailleurs, dans beaucoup de traditions différentes, que ce soit voilà, chez les chamans en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, on utilise le jeûne et la purge spirituelle pour purifier le corps et l'âme. Ce sont les purges et le jeûne qui vont permettre de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre dans notre vie, et qui vont nous détacher de l'ancienne version de nous-mêmes. Quand je vous parle ici de jeûne spirituel, c'est pas forcément le jeûne chez les catholiques, mais c'est le jeûne spirituel en tant que pratique de transformation. Ce jeûne est comme une épreuve pour notre corps, afin de nous amener d'un point A à un point B, de l'ancienne version à la nouvelle version, celle qui n'est plus dirigée par des émotions qui vont être basses, par des vibrations qui sont empreintes des mémoires du passé, des expériences de nos familles ou de nos expériences personnelles. Dans la plupart des repas, on va éliminer tout ce qui est animal et on va revenir à l'essentiel. Et l'idée, c'est pas de plus manger quand on casse le jeûne, puisque c'est d'être au plus proche aussi de ce rapport de simplicité, de se rappeler que beaucoup n'ont pas à manger. Et donc on revient à l'essentiel. Dans la régulation des émotions, ce qui va compter, c'est aussi la santé physique. Physique qui passe par l'alimentation, mais qui passe aussi par le mouvement. Donc est-ce que tous les jours je mets mon corps en mouvement ? J'ai pas besoin de faire du sport de manière intensive, mais j'ai besoin de prendre conscience que la sédentarité va accentuer le stress et l'anxiété. Et donc, si j'ai envie de réguler mes émotions, il faut que je m'interroge sur mon mode de vie. Est-ce que je suis sédentaire ? Est-ce que je passe 8 heures, 10 heures devant des écrans, devant un ordinateur, devant mon portable ? Parce que si c'est le cas, eh bien, ça fait augmenter ton taux de cortisol et tu vas te sentir plus stressé et plus anxieux. Ton corps, il est censé être en mouvement tous les jours, au moins pendant 1 heure. Donc c'est important de marcher, de prendre l'air, que tes yeux voient la lumière du jour très tôt le matin, que tu puisses danser, nager, marcher, faire ce que tu veux pour être en mouvement, mais en tout cas, ne pas être sédentaire et assis devant un bureau ou sur ton canapé. Donc, il y a vraiment une vision globale et holistique de comment réguler ses émotions. Comme je te l'ai dit, il y a la partie système nerveux qui va jouer avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu vas aborder par des approches qui sont somatiques, en bougeant ton corps d'une certaine manière. La deuxième chose, c'est la santé spirituelle et physique, que tu peux travailler avec le jeûne. Et ensuite, je viens de te le dire, c'est l'alimentation et le fait de ne pas être sédentaire, de mettre ton corps en mouvement. Donc tu vois qu'il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs volets qui sont importants dans la régulation des émotions. Et c'est pas juste identifier ses émotions, les comprendre, respirer et faire de la communication non violente. Oui, la communication non violente va aider. Oui, comprendre tes émotions va aider également. Mais pour moi, c'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est tout ce que je viens de te dire qui va t'aider à réguler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quand il y a un équilibre à l'intérieur de toi, eh bien c'est plus facile là de travailler sur ton mindset, d'apprendre des méthodes de communication non violente, etc. Donc, à toi de voir ce qui te correspond. Peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà essayées, comme juste la méditation, juste la communication non violente, qui n'ont pas marché. Et dans ce cas, je t'invite vraiment à te poser la question et à essayer toutes les méthodes dont je t'ai parlé.
les approches somatiques, le jeûne spirituel, alimentation consciente et équilibrée, et bien sûr se mettre en mouvement tous les jours. Tu essaies ces 4 choses et tu verras qu'il y aura forcément des améliorations à moyen terme. Parce que ton système nerveux, c'est la clé pour transformer ta vie, tes pensées, tes émotions et tes prises de décision. Pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a appris plein de choses. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as envie de tester une approche somatique, en barre d'infos, je te mets un lien pour télécharger ma box anti-stress gratuite avec des pratiques somatiques anti-stress. Donc tu pourras découvrir comment réussir à bouger ton corps pour pouvoir réguler tes émotions, ton stress et ton anxiété. Comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et à mettre des commentaires, à envoyer cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et surtout, à t'abonner pour être prévenu des prochains épisodes. N'oublie pas de prendre soin de toi. Et en attendant le prochain épisode, paix et amour sur toi.